c'est votre télévision locale à Oui, Warem, à Nu. Après avoir vécu une carrière professionnelle pour laquelle il s'est donné à 200% et après 2 épuisements professionnels, pour ne pas dire 2 burn-out, cet habitant de Héron a pris la décision de cesser ses activités d'indépendant pour se consacrer aux autres. Une équipe de Sud Télévision s'est rendue au domicile de Régis Sieur afin d'en savoir un peu plus sur cette belle histoire de reconversion professionnelle, car celle-ci est axée avant tout sur le bien-être des autres. Le burn-out est encore considéré de nos jours comme une maladie de fainéant. Mais au final, quand le burn-out, ou plutôt quand l'épuisement professionnel est vécu et raconté par un indépendant, l'histoire prend un autre sens. C'est une démarche qui au départ était une démarche personnelle, puisque j'ai fait 2 burn-out, voilà, tout simplement. Et dans un processus de reconstruction, ça prend un certain temps, et puis j'en suis donc venu au coaching à titre thérapeutique pour moi-même. Et puis ensuite, j'ai décidé de me réorienter, d'apporter cette expérience personnelle aux autres pour qu'ils puissent en bénéficier. J'ai fait mes burn-out en tant qu'indépendant, donc c'est assez particulier parce qu'on parle souvent du burn-out des salariés. Moi, je l'ai fait en tant qu'indépendant et ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de catégorie sociale. Ouvrier, employé, patron d'entreprise, de PME, patron de grande entreprise, personne n'est à l'abri et c'est ça qui est très important à comprendre. J'entends nombre de témoignages et on reviendra sur la partie employé. Enfin, c'est de la faute de mon patron si je suis tombé en burn-out. C'est quelque chose que je peux entendre, mais nous ne sommes responsables que de ce que nous acceptons. D'accord ? Moi, j'étais mon propre patron et j'acceptais de moi-même des contraintes extérieures que j'ai choisi d'accepter. Okay ? Dans le cadre d'un employé, effectivement, ça peut être aussi par rapport à l'acceptation de contraintes extérieures qui ne correspondent pas soit à ses valeurs, soit à des contraintes qui se contredisent dans le temps. Donc à un moment X, on demande de faire quelque chose, à un moment Y, on demande de faire autre chose, et puis on en perd le sens, de nouveau, dans le sens, valeur. Et donc à ce moment-là, il nous appartient de dire mais non. C'est très difficile de donner une définition de l'épuisement professionnel, mais ça peut se caractériser par un disjoncteur. Un disjoncteur qui disjoncte tout simplement, parce que lorsque vous surchargez la demande électrique de votre corps, et bien tout simplement, à l'intérieur de vous, il y a un interrupteur qui saute pour vous mettre en sécurité, pour vous éviter des ennuis bien plus graves. Voilà, ça c'est la définition du burn-out selon moi. Maintenant, d'un point de vue plus médical, bien que ça ne soit pas encore une maladie reconnue, l'épuisement professionnel est un épuisement physique, psychologique, profond, qui nécessite un accompagnement et qui n'est pas forcément facile à détecter et qui se guérira, on s'en sort, même plutôt bien, mais qui se guérira dans le temps, en prenant le temps. Voilà. L'épuisement ou le burn-out peut arriver à d'autres types de personnes que celles qui se donnent pleinement dans leur travail. Ça peut arriver également à des personnes qui ont de fortes capacités, par exemple, mais qui sont mis dans des activités ou dans des fonctions professionnelles qui ne leur correspondent pas. Je m'explique. Mais si vous avez la capacité intellectuelle de faire plein de travaux et qu'on vous met sur une voie de garage et que vous faites des travaux qui sont simplicismes par rapport à vos activités, vous allez développer une espèce d'épuisement qui, à ce moment-là, n'est plus le burn-out, mais qui est le bore-out. Donc le bore-out, ça c'est brûler par l'ennui, en fait. Et c'est attendre la fin de la journée par rapport à quelque chose parce qu'on se trouve inutile par rapport à nos compétences. Donc de nouveau, cette échelle de valeur entre qu'est-ce que je fais par rapport à ce que je suis. Et quand on fait ce grand écart, on tombe en épuisement, type bore-out ou burn-out. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à tomber en épuisement. Par contre, il y a lieu de réagir de manière positive par rapport à ça. Donc, comme je l'explique souvent,
Le burn-out a certaines caractéristiques. Au début, on tombe dans le burn-out sans réellement s'en rendre compte. On est emmené par l'engrenage. Et donc, je prends que le burn-out, ça sera plus facile. Petit à petit, on fait des choses qui sont inhabituelles, mais qui deviennent l'habitude. Et ça, c'est dangereux. Ce sont les premiers signes d'alerte. C'est-à-dire, tiens, ok, j'ai un comportement, ici je rentre à 19h, ou je rentre à 20h, ou je rentre à 21h, ou je rentre à 22h, ou je rentre même plus tard. Mais si ça marche pendant une semaine, parce qu'il y a un one-shot d'urgence, oui, mais il ne faut pas que l'urgence devienne l'habitude. Et donc, ce sont des mécanismes qui se mettent en place. Donc, ensuite, il y a les relations aux autres, c'est-à-dire qu'on commence à être irritable, on commence à être fatigué, on commence à être désagréable parfois, alors qu'on est profondément empathique. Mais on a tellement de pression que je me souviens d'un cas de figure, par exemple, lors de mon deuxième burn-out. Je suis séparé de la maman de mes enfants, j'avais les enfants à la maison, et puis je reçois un message que normalement je n'aurais pas dû lire, puisque je suis un dimanche, je ne suis pas en permanence, et je reçois un mail. Et par rapport à cet événement, je prends les enfants, je les reconduis chez leur maman, et je retourne travailler pour régler le problème du mail qui ne m'était même pas adressé. Et là on est dans des cas sévères. Donc voilà, ça c'est... Et puis le burn-out, après, quand on a touché le fond, quand j'étais face à ce feu rouge dans l'incapacité de bouger, on touche le fond. Le burn-out est très 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 souvent décrypté par l'entourage. Ça prend un certain temps pour ce que j'appelle le burn-out. Maintenant, certaines personnes n'aiment pas le terme de burn-out, mais je trouve que c'est un petit nom à consonance sympathique, donc j'aime l'employer. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase où on sait qu'on est en burn-out, mais on ne veut pas en entendre parler. Donc entre la phase où on sait qu'on est en burn-out et la phase où on accepte, il y a un certain laps de temps. Ce laps de temps, il peut être long. Et ce n'est pas lorsqu'on est dans ce n'est pas quand on a accepté, il reste encore du travail. Il faut après passer à l'action. Et voilà. C'est un processus qui est excessivement long. Plus vous avez été soumis à un stress, en fait, le stress est quelque chose de positif, plus vous avez été soumis à un stress, plus long sera la convalescence pour sortir du burn-out. Donc moi j'ai été soumis au stress dans mes activités professionnelles d'informaticien pendant plus de 20 ans. Voilà, ça a été long et laborieux pour s'en sortir. Alors la première chose, c'est qu'un coach ne peut pas traiter une personne qui est en burn-out. Parce que le burn-out est du domaine médical. C'est très 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 important de comprendre ça. On peut travailler en tant que... Nous ne sommes pas cliniciens. Les coachs n'ont pas de vocation clinicienne comme les psychologues cliniciens ou les psychiatres. Donc c'est très important de savoir où on met les pieds. Il y a des choses qui dépendent de la santé mentale et lorsque non adoptées, on peut avoir des impacts avec des conséquences parfois particulières sur les personnes. Donc ce qui est important pour moi et pour les coachs en général, c'est de travailler en prévention. Ça c'est la première option. La deuxième option, travailler en accompagnement post-burnout. Et alors, ce que l'on fait, c'est travailler en accompagnement, mais alors à ce moment-là, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire chapeauté par un médecin, un psychiatre ou un psychologue, avec du coaching en accompagnement. Donc, en fait, le psychiatre et le psychologue vont travailler sur les causes, d'accord ? Et le coach va travailler sur l'action, sur le comment faire. Comment faire pour aller plus loin, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour se reconstruire. Donc ça n'est pas incompatible, mais un coach ne gérera jamais la partie
médical ne prescrira pas de médicaments. Tout ça, c'est de l'ordre de la médecine et c'est le rôle du médecin de prescrire les médicaments si c'est nécessaire. Voilà. Alors, ce qui est très important de savoir également, c'est qu'en fait, le burn-out, on détecte le burn-out après élimination de toutes les autres maladies qui pourraient présenter les mêmes symptômes. Donc en fait, en général, il y a des questionnaires d'évaluation qui permettent en fait de détecter l'état de fatigue physique, l'état de fatigue psychologique, les caractéristiques principales s'il y a de la dépression ou pas. Et voilà, ce sont différentes échelles qui sont utilisées. Et en fonction de cela, on peut déterminer en fait un niveau d'épuisement et si ça nécessite un accompagnement médical ou pas. La dépression est vraiment quelque chose de profond. Un burn-out va présenter les mêmes symptômes que la dépression, mais les causes sont fondamentalement différentes. Et les actions pour s'en sortir sont différentes, même si d'un point de vue des médicaments, ça peut être accompagné notamment par des anxiolytiques ou des antidépresseurs, même si moi je ne suis pas favorable à ce type de médicaments. Je ne suis pas d'accord. Le non, la notion de dire non est un mécanisme de défense très 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 important pour éviter le burn-out. Et on peut dire non tout en restant empathique et tout en exprimant la volonté. Voilà. Il n'y a pas le burn-out des employés ou le burn-out des patrons. Je pense que le burn-out, c'est réellement nous avons des valeurs propres, nous avons des convictions propres et nous nous comportons par rapport à ce que l'on nous demande ou par rapport à ce que l'on croit que la société nous demande ou que notre entourage nous demande. Et quand on fait le grand écart entre nos valeurs personnelles et ce rôle, cette représentation, ce masque que l'on porte sans être réellement nous-mêmes, à un certain moment, on fait le grand écart. On s'écarte de plus en plus, nos valeurs d'un côté, le port du masque de l'autre, et puis on s'écarte, jusqu'à un moment de rupture, où il y a trop de distance entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Voilà. Et le burn-out, comment sortir du burn-out ? Le burn-out, pour s'en sortir, il faut retrouver l'essentiel, c'est-à-dire non plus le faire, mais le être. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Quelles sont mes valeurs ? Quelle est mon identité ? Voilà, ça c'est le plus important. Nombre de personnes qui font un burn-out, qui sortent du burn-out, se reconvertissent, changent d'activité professionnelle. Statistiquement, il y en a très peu qui retournent dans le même job et il y en a très peu qui restent dans la même direction. Donc moi j'ai fait de l'informatique pendant 25 ans, j'adore l'informatique, j'en fais encore quotidiennement, mais à titre personnel. Et voilà, j'ai choisi une voie différente. Certes, financièrement peut-être moins confortable, mais en termes d'équilibre, de famille, de relations, de bien-être, d'alignement, beaucoup plus confortable. Voilà. Je résume ça de manière assez particulière. J'ai travaillé pour gagner ma vie et puis pendant ma reconstruction a été lente, j'ai quand même entre le premier et le deuxième burn-out, il m'a fallu presque 2 ans et demi, 3 ans pour m'en sortir. J'ai dépensé ce que j'avais gagné pour récupérer la santé. C'est important de réfléchir à cette notion-là. À 50 ans, enfin quand ça m'est arrivé, j'en avais 47, on n'a qu'une seule vie. Est-ce que c'est ça que je veux de ma vie, faire l'écart tout le temps, être dans un rôle, porter un masque, être celui qu'on attend que je suis? Non. J'ai une vie, elle est à vivre aujourd'hui, elle est courte, et j'ai envie qu'elle soit bien pour moi, qu'elle soit écologique pour mon entourage, et si en plus de ça je peux apporter quelque chose d'autre aux autres, eh bien alors j'aurai réussi ma vie. En fait, c'est le système qui est à réévaluer. Donc, me semble-t-il. Donc, j'ai mis le focus sur les valeurs. On est dans un système. Malheureusement, dans les activités économiques, il y a une certaine hiérarchie. Je dois
répondre à mon n plus 1, mon n plus 1 doit répondre à mon n plus 2, mon n plus 2 doit répondre au n plus 3. C'est marrant parce que ce n plus 1, plus 2, plus 3 qu'on entend partout, c'est quand même très hiérarchique. Alors on sait ce que ça donne, les systèmes hiérarchiques, les systèmes pyramidaux, qui sont interdits, hein, les systèmes pyramidaux. Alors moi j'ai une approche qui est un peu différente. Je pense que la société doit se réadapter, que l'on doit sortir d'un mode de compétition où pour avoir ma place de n plus 1, je dois marcher sur quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Est-ce qu'au bout du compte, est-ce qu'on n'a pas tous quelque chose à apporter et à apprendre de l'autre? Est-ce que tous ensemble, on n'est pas plus fort plutôt que de se faire la compétition? Je prends un exemple. Si j'ai quelqu'un qui va à 100 km/h dans ce sens, et quelqu'un d'autre qui va à 100 km/h dans ce sens, la résultante de ces deux directions, c'est 0. Si on va à 100 km/h par là, moi, et puis vous à 100 km/h par là, mais on va à 200 km/h dans un même sens. Et c'est ça qu'il est important de mettre en corrélation. C'est qu'à mon sens, on a beaucoup plus à travailler ensemble en étant en collaboration, en étant en participatif, qu'en étant en compétitif. Alors, c'est malheureux à dire, mais c'est dû à notre éducation, c'est dû au système scolaire, c'est dû à 50 000 choses. Mais je pense qu'il est temps de reprendre et de se réaligner et de se dire, mais non, on ne veut plus forcément se battre pour pouvoir avoir à manger, on ne veut plus se battre pour avoir un job, comme vous me l'avez posé tout à l'heure. C'est vrai, si je perds mon job, je devrais me battre pour en avoir un autre. Non, il y a peut-être autre chose à construire. Il y a peut-être une manière différente d'imaginer la société, qu'elle soit plus équitable, plus responsable, plus valorisante pour tout le monde. Voilà. Je prends une citation d'Albert Einstein, notamment sur l'enseignement, et là on revient à notre système éducatif qui engendre en fait toutes nos croyances tout au long de notre vie. Vous prenez un chimpanzé, vous prenez un éléphant, vous prenez un serpent, et vous essayez de les faire monter à un arbre. Lequel croyez-vous qui sera le plus adapté à monter à l'arbre? Non, nous avons tous des capacités propres. Pourquoi avoir un système éducatif standard, commun à tout le monde, pour essayer de mettre tout le monde dans le même cadre? Non, nous avons chacun des aptitudes. Certaines personnes aiment travailler avec leurs mains, d'autres aiment travailler avec leur tête, d'autres aiment cultiver la terre, d'autres aiment lire, d'autres... Voilà, nous avons tous une place. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que l'un ou que l'autre et qui va marcher. Si on met toutes ces sources d'énergie ensemble, vous imaginez quelle énergie ça peut faire, plutôt que se tirer dans les pattes les uns et les autres.